Bienvenue à toutes et à tous. Je pense qu'effectivement, il y a autant de personnes et peut-être des nouveaux qui nous rejoignent sur cette thématique QVT avec un focus porté sur l'entreprise. Moi, je vais vous parler aujourd'hui, on va vous parler maintenant avec Mickaël et Bertrand de la QVT. Je ne sais pas si vous avez vu dans les actions de communication, moi j'ai même parlé de mots valise parce qu'en fait, c'est un terme qui a été galvaudé, c'est un terme dont on a beaucoup parlé, c'est un terme qui a été décrié. C'est un mot qui a un peu perdu du sens. Le but de l'intervention aujourd'hui, c'est de faire intervenir une entreprise pour justement redonner du sens à ces termes de QVT et comprendre comment une entreprise peut véritablement mettre des moyens sur cette là et puis comprendre un petit peu comment ça s'actionne. Je vais, en attendant de donner la parole à Mickaël et à Bertrand pour comprendre un petit peu mieux cette thématique, moi, je voulais faire un ancrage thématique. Je voulais un petit peu vous partager l'origine de ce mot. En fait, moi, je vais commencer par le chiffre de 97 milliards d'euros. C'est un chiffre qui fait peur. C'est un chiffre qui est assez important. Parce que, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, 97 milliards d'euros. En fait, c'est le coût du désengagement en France. C'est le coût du désengagement des collaborateurs, le coût du désengagement du travail que coûte ce désengagement en France par an. Et en fait, à titre d'info, 97 milliards d'euros, c'est la moitié du coût de l'éradication de la faim dans le monde. Donc effectivement, quand on se rend compte qu'un salarié est démotivé, un salarié perd du sens dans son travail, ça coûte à l'entreprise, ça coûte à la société et c'est un chiffre qui est un peu alarmant. Et en fait, c'est la raison pour laquelle c'est un enjeu de la société aujourd'hui de remettre la QVT et de mettre en place des actions pour vraiment actionner les bons leviers. Je vous parlais d'un salarié désengagé. Moi, je vais vous parler maintenant d'un salarié heureux, d'un salarié engagé et investi dans son travail. En fait, en France, un salarié qui est heureux, c'est 2 fois moins malade. Il est 6 fois moins absent, il est 9 fois plus loyal, il est 31% fois plus productif et 55% plus créatif. Donc en fait, c'est vraiment comprendre qu'il y a un cercle vertueux aujourd'hui, en fait, un côté vertueux entre bonheur au travail, entre aspect créatif, aspect productif. Donc effectivement, inscrire la QVT comme étant un moyen d'action pour améliorer la productivité au travail. De quoi on parle aujourd'hui? En fait, avec la source de l'ARACT qui a mis en place ce petit graphique. En fait, la QVT, c'est plusieurs choses. C'est 6 aspects très importants. C'est la relation au travail, l'élaboration d'un climat social, le contenu du travail, l'aspect santé au travail, on l'a vu juste avant avec Muriel, les compétences propres des collaborateurs avec les parcours et les évolutions de parcours professionnels. C'est l'égalité professionnelle pour tous et c'est enfin, d'un point de vue plus macro, plus global, quand on regarde l'entreprise, c'est un management participatif et c'est un engagement du salarié. C'est ça qui est véritablement important de comprendre, c'est que la QVT, elle se place au centre en fait, d'un cercle et d'un rouage qui comprend du coup plusieurs thématiques, plusieurs aspects. Pour comprendre aussi de quoi on parle, et on verra un petit peu du coup qu'il y a quand même un décalage en France, c'est pas qu'on est les derniers, mais on est un peu en retard. Le terme de la QVT, en fait, il a été pour la première fois évoqué en 1972 aux États-Unis lors d'une conférence de presse, et il a fallu attendre en France, d'un point de vue communication de l'État, d'un point de vue communication globale, il fallait attendre 2013 pour qu'effectivement on voit apparaître ce terme de QVT dans les premiers écrits. Ça a été en juin 2013 lors de l'ANI, donc l'accord national interprofessionnel, qui a posé une définition comme étant désigne et regroupe, donc sous un même intitulé, les actions qui permettent de concilier à la fois l'amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des entreprises. D'autant plus quand, effectivement, on a vu en 2013, il y a eu un virage technologique, d'autant plus quand les organisations se transforment. Donc, en fait, le fait d'avoir ouvert cette notion de QVT, ça a ouvert une négociation collective pour aller vers une amélioration du dialogue social. C'est encadré par la loi, on l'a vu notamment avec le DUERP ou avec toutes les formations SSCT. Le gouvernement travaille tous les 5 ans à promouvoir en fait des documents officiels. Et tous les 5 ans, depuis 2004, c'est les pouvoirs publics qui fixent les grandes orientations liées à la santé au travail et donc les incidences forcément qu'elles ont sur les CSE. Aujourd'hui, on en est à la V4 déjà, donc vous pouvez retrouver tous ces documents donc, qui dressent effectivement toutes les orientations stratégiques d'un point de vue QVT, d'un point de vue santé au travail. Ça s'appelle le plan santé au travail, donc la 4e version. On a toutes les informations sur le site du gouvernement. C'est en 2020, en fait, qu'on a traité aussi cette thématique-là auparavant. C'est en 2020 qu'on a remplacé un peu le terme de QVT par le terme de QVCT. Donc, du coup, en parlant notamment de qualité de vie et des conditions de travail.
Ça a officiellement pris d'ailleurs effet. On ne parle plus forcément de QVT, mais bien de QVCT. Depuis le 31 mars 2022. C'est une modification donc, qui prend en considération la santé au travail, compte tenu d'ailleurs de la crise sanitaire. Il a bien fait écho, ce terme-là, avec la crise de la Covid, dont on est tous passés. Et désormais, les recommandations auprès des entreprises, elles s'actent autour des actions à mettre en place pour des actions de fond. Ce n'est plus des actions ciblées, mais maintenant, on est véritablement sur des actions de fond, en prenant en compte tout l'environnement de l'entreprise. Je vais vous parler aussi maintenant des points de vigilance pour le CSE, puisque, en fait, on vous parle à vous, entreprise, et on parle à vous, CSE, élus de CSE. Il y a 6 points de vigilance pour la QVCT. C'est l'articulation entre vie perso, vie pro, on en a parlé tout à l'heure. Les objectifs et les mesures qui permettent d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il y a la lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi pour les travailleurs handicapés. On parle aussi dans les points de vigilance des modalités de définition d'un régime de prévoyance de branche ou d'entreprise. On a l'exercice du droit d'expression directe ou collective pour du coup vraiment créer une émulation, un esprit de groupe. Et ensuite, on a la prévention de la pénibilité où vraiment le CSE a un rôle à jouer en menant des actions de prévention par rapport aux conditions de travail et par rapport à de la pénibilité. On peut la mesurer, cette QVT, cette QVCT, on peut la mesurer donc directement en interne ou, on l'a évoqué tout à l'heure, faire appel à un expert. En fait, on peut prendre en compte des indicateurs propres à l'entreprise. On peut mesurer les risques psychosociaux, on peut suivre les indicateurs de l'égalité professionnelle qui est propre à son entreprise ou à sa branche. On peut également prendre en compte les arrêts de travail, le turnover qui rentre également en compte, effectivement, dans la mesure de la qualité de vie au travail. Il y a des actions, il y a des spécialistes donc, du coup, qui avaient été dressés, qu'on peut retrouver sur Internet. Il y a d'autres entreprises, par exemple Great Place to Work, qui peuvent aussi dresser un bilan d'une entreprise. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que chaque entreprise a ses propres unités de mesure. Combien d'arrêts de travail, combien d'arrêts maladie, quel est mon taux d'absentéisme. C'est autant de chiffres, autant d'indicateurs qui peuvent être intéressants pour l'entreprise pour regarder effectivement les mesures, enfin les indicateurs de la QVT dans son entreprise. Dans les enjeux également, du coup c'est un petit peu par rapport à ce qu'on parlait avant dans les axes de développement, donc les enjeux. Il y a prévenir les risques avec donc, la loi santé au travail, mettez-vous à fond, comme l'a dit Muriel dans votre DERP. Prévenir les risques psychosociaux des salariés, c'est un enjeu du CSE. Garantir un équilibre entre vie privée, vie pro. On l'a vu avec l'assouplissement du travail en présentiel. On a vu la montée en flèche, effectivement, du travail en remote, partiel ou en total remote avec le télétravail. On parle également de développer une capacité d'initiative et une force collective, impliquer l'ensemble des membres de l'entreprise, donc le CSE, effectivement, est le fer de lance, mais impliquer toutes les parties prenantes au sein de votre entreprise. On va le voir juste après. Maintenir l'esprit d'équipe, du coup, là, on le sait, l'agrément du travail, il réside dans son caractère social, il réside dans son intelligence collective. Donc, faire participer les services et les équipes multiples, en fait, ça va démultiplier le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Dans la QVT, on parle beaucoup aussi de son attachement, de l'attachement à la valeur travail, à la valeur de l'entreprise. Donc, effectivement, maintenir un esprit d'équipe, ça peut réduire votre turnover, ça peut réduire la productivité de vos salariés. Il faut créer une émulation autour de l'esprit de l'entreprise et l'esprit de la vie de l'entreprise. Favoriser l'écoute et le dialogue. On sait que le CSE est le point d'accroche pour effectivement prendre en considération les besoins et les revendications des salariés vis-à-vis de l'employeur. Donc, mobiliser vraiment effectivement les salariés pour les faire intervenir. Il y a plusieurs manières, Mickaël va nous en détailler de nombreuses d'ailleurs. Mais voilà, soyez à l'écoute de vos salariés pour prendre en compte leurs considérations. Et enfin, encourager la formation et les capacités d'évolution interne et externe. Aujourd'hui, un collaborateur, un salarié, il va vouloir évoluer. Il a besoin d'évoluer humainement, il a besoin d'évoluer professionnellement. Donc, il faut encourager en interne une sorte de mobilité humaine et professionnelle, parce que c'est dans l'environnement principal, c'est sur les compétences extérieures, encourager notamment la formation. C'est des compétences qui peuvent déboucher sur des nouvelles responsabilités et des perspectives d'évolution. Donc voilà, c'est un peu un ancrage thématique qu'il était important de faire. Je sais que Muriel l'a fait, mais voilà, c'est un terme qui a été galvanisé et aujourd'hui, c'est un terme qui est vraiment inscrit dans la loi. Donc, il faut absolument que ça soit pris en compte. Et j'ai le plaisir du coup d'accueillir une grande entreprise, le secrétaire de la commission ASC. Je vais pouvoir laisser du coup la parole auprès de nos experts. Je vais pouvoir d'abord te laisser présenter Mickaël pour qu'on puisse en savoir plus et qu'on puisse après échanger tous ensemble.
Donc bonjour à tous, désolé j'ai un petit peu la voix cassée ce matin, donc j'espère que vous allez me comprendre. Donc voilà, moi je suis secrétaire, comme l'a dit Émeric, secrétaire de la commission SC, donc des œuvres sociales du CSE d'Airbus Protect. Donc Airbus Protect c'est quoi? C'est très rapidement, c'est une entreprise qui a à peu près 3 mois, donc c'est tout récent. Elle est née de la fusion de deux ex-filiales d'Airbus Avion et Airbus Defence and Space, donc à savoir Airbus Cybersécurité et Apsys. Et en fait, notre mission, pour faire très très rapidement et très simple, c'est de faire tout ce qui est management du risque, qui soit au niveau des équipements dans l'aéronautique ou qui soit sur les actes de malveillance à travers la cybersécurité, par exemple. Donc aujourd'hui, on est à peu près entre 1000 et 1100 salariés en France, répartis essentiellement sur trois gros sites que sont Marseille, Paris et Toulouse, tout en sachant qu'on a une bonne dizaine de petites antennes un petit peu aux quatre coins de la France, comme Nancy, Rennes, Brest, Bordeaux, etc. Donc ça c'est pour présenter l'entreprise. Le CSE, donc on est 14 élus titulaires. Donc depuis qu'on a passé 1000, effectivement, on devrait être un petit peu plus. Donc prochaines élections, ça va changer. Et on est réparti. Ben, en fait, il y a des accords au niveau du groupe Airbus sur tout ce qui est organisation du CSE. Et donc on est réparti en différentes commissions que peuvent être les œuvres sociales, la commission CSSCT, donc qui remplace l'ancienne CHSCT sur les conditions de travail et d'hygiène et de santé, bien évidemment, au travail. Et puis on a d'autres commissions telles que égalité professionnelle, euh, commission qui gère les crèches pour nos salariés. Donc ça, on en parlera peut-être plus tard. C'est une des actions mises en place depuis quelques années aussi pour les salariés, pour faciliter tout ça. Et donc voilà, donc j'ai à peu près parlé tout. Aussi, donc j'ai parlé formation, commission formation qui suit les formations distribuées aussi et dispensées par l'entreprise pour les salariés. Et bien évidemment tout ce qui est économie autour de la structure. Petit mot, donc moi, Bertrand Baudouin, bonjour à tout le monde. Donc, je suis responsable clientèle chez Cloud Employé. Donc, Cloud Employé, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme d'avantage pour les salariés. J'étais anciennement dirigeant de la société Version CE pendant une douzaine d'années. Donc, je suis basé sur Toulouse. J'ai été racheté par Club Employé en mai 2020 et depuis, donc, je suis responsable clientèle chez eux. Et j'avais comme client donc Apsys, qui est l'ancienne structure de Michael, enfin l'ancien CSE maintenant, qui sont devenus Airbus Protect. Et c'est pour ça que ça fait des années que je travaille avec Apsys et que on va pouvoir parler un petit peu des actions qu'on a pu avant mettre en place pour eux et maintenant les actions qu'on met en place pour eux via Club Employé. Voilà. Moi, j'ai plein de questions pour toi, Michael. La première, effectivement, qui est une question assez simple, mais pour comprendre aussi les enjeux de la QVT, c'est comment tu t'es rendu compte de l'importance de la QVT au sein du CSE par rapport au quotidien de tes salariés? Bah déjà, ça a toujours été important dans la société. Forcément, un salarié qui vient heureux au travail, ça, ça n'a pas de prix. Puis il est beaucoup plus efficace. Et puis c'est clairement le tournant pour ma part de l'importance de la QVT. C'est avec le contexte actuel, la crise Covid, qui a notamment redirigé un petit peu les attentes et les besoins des collaborateurs sur tous ces sujets. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a pas mal évolué avec cette crise. Et puis également dans le contexte actuel de fortes tensions sur le marché du travail, hein. Je sais pas si c'est votre cas, mais ça, c'est le cas de tout le monde. Mais dans l'aéro, on vit une petite crise de profil aussi, hein. Donc il y a beaucoup de postes ouverts, peu de candidats, et du coup, la QVT est un élément essentiel justement pour une entreprise, pour que les personnes aient envie de travailler pour nous. Mm. Donc c'est surtout pour ça et actuellement là depuis quelques années qu'on a compris l'importance de la QVT. Mm. Tu parles de tension et tu parles de potentiellement un manque de candidats. Qu'est-ce qu'ils te disent les candidats en entretien, par exemple? Est-ce qu'ils te parlent des nouvelles questions, des nouvelles thématiques dont on ne parlait pas auparavant? Alors déjà il y a l'effet générationnel, hein, les nouvelles générations qui sont nées avec Internet et l'ultra connectivité
et qui ont aussi beaucoup d'envie de pouvoir séparer le perso du pro également. Déjà, de par les nouvelles générations, ils mettent beaucoup plus l'accent qu'avant sur les conditions de travail, hein. Les premières questions, c'est quels sont les horaires? Est-ce qu'il y a du télétravail? Où sont les bureaux? Est-ce qu'on peut se garer? Est-ce qu'on peut manger sur place? Est-ce qu'il y a des salles de pause? Enfin voilà, c'est vraiment les conditions de travail qui arrivent en premier, alors que à l'époque, enfin ça fait quelques années maintenant que je fais passer des entretiens, et c'est vrai que depuis le Covid, les conditions de travail sont numéro un. Avant, c'était plutôt le salaire, et même si les conditions de Mmh. travail étaient toujours assez importantes, mais le salaire est toujours important, bien évidemment, mais passe plutôt en deuxième quand on nous pose des questions du quotidien. Du coup, tu as ce que les candidats, donc les non-collaborateurs d'Airbus Protect te posent comme question, mais dans la vie quotidienne de ton entreprise, toi, en tant que membre du CSE, qu'est-ce que tu reçois comme information, comme besoin? Qu'est-ce que tu reçois comme interrogation de la part de tes collaborateurs? Les accords, hein, les accords sur le télétravail. C'est vrai que pendant le Covid, les accords sur le nombre de jours, par exemple, télétravaillables, et les conditions de ceux qui pouvaient ou pas aller au travail étaient revus entre les 1 et 3 mois en fonction des périodes. Et c'est vrai Mmh. que les collaborateurs étaient très attentifs à tout ça et nous remontaient beaucoup de questions sur quelle était notre vision, comment on allait négocier aussi avec la direction pour que les parents notamment gardent cette flexibilité. On l'a vu notamment avec les nombreuses fermetures de crèches, de classes. C'est vrai que les parents avaient besoin d'être rassurés sur leur possibilité à la fois de flexibilité horaire et à la fois flexibilité télétravail. Et c'est quelque chose qui a bien fonctionné pendant la crise, parce que Mmh. à contrario, je crois que nos chiffres de rendement en fait et de charges ont jamais été aussi hauts que pendant cette crise, parce que les gens pouvaient moduler leur temps de travail et par rapport à leur vie perso. Et tu les reçois comment ces besoins, ces interrogations, ces envies? Par quel biais? Bah, Par quels des outils en interne? déjà par la discussion, hein, forcément le premier levier, c'est la proximité. Donc je vous parlais de 14 élus, on est quand même répartis sur la totalité de nos sites. On a en plus dans nos conventions Airbus, dans nos accords groupe Airbus, on a également la possibilité de nommer ce qu'on appelle des RVS, des représentants de vie sociale, qui sont dans les équipes, des fois même chez les clients quand on a des gros clients, et qui peuvent nous remonter tous les besoins terrain. On a effectivement depuis le Covid, on a mis en place nous ce qu'on n'avait pas, c'est-à-dire un site de communication avec des formulaires de contact. On a des listes de diffusion avec les membres du CSE déjà identifiés. On a une adresse générique où tous les membres du CSE peuvent accéder. Donc tout ça sont des moyens divers et variés. Et puis bien évidemment tout ce qui est outils de communication groupe, tout ce qui est Gmeet, Google Chat, etc. En 3 clics, on peut très facilement joindre n'importe qui en France et pouvoir lui poser des questions. Donc ça, c'est un outil de communication qui est dédié en interne et qui est disponible tout le temps pour tous les salariés de Ouais. l'entreprise. Ouais, ouais. C'est vrai que le gros avantage et le gros plus, ça a été la mise en place de notre site de communication. C'est vrai Mmh. avant ça, on faisait un petit peu de façon artisanale. Il faut savoir que Apsys, avant de passer Airbus Protect et d'être plus de 1000 salariés, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, on était 300-400 salariés. Donc, on avait encore un fonctionnement PME. Mmh. Et c'est vrai que le Covid nous a aidé aussi à nous faire entendre de la direction et, euh, et avoir les moyens aussi de mettre en place tous ces moyens, Mmh. qui sont à la fois des moyens CSE et à la fois des moyens entreprises et groupes qui sont mis à la disposition du CSE, Ouais. notamment des listes de diffusion pour joindre tous les collaborateurs en un mail très facilement. Tout ça, c'est bien évidemment la direction qui nous met à disposition ces listes de diffusion. Tu parlais de collaborateurs qui avaient cette étiquette RVS. Ils sont Ouais. membres du CSE, ces personnes-là, ou c'est en Alors, tant ils que sont nommés, ils sont pas élus, ils sont nommés par le CSE, ouais, deviennent de facto des salariés protégés au même titre que les élus, et ont la d'accord. mission sur le terrain de remonter tous les besoins, toutes les problématiques. On a eu pour citer deux trois cas, des problèmes de chauffage dans certains locaux. On a eu des soupçons de harcèlement aussi, ce genre de choses. Et c'est vrai que les personnes, les RVS dans les équipes, étaient à même de pouvoir remonter tout ça de façon très rapide et, Mmh. euh, et ce qui nous a permis de réagir au quart de tour.
Et qui prend ensuite les décisions? Tu parlais, un problème de chauffage ou même de soupçons de harcèlement. Qui va prendre effectivement les décisions pour amener des actions correctives? Alors, si ça touche à tout ce qui est hygiène, santé, sécurité, c'est directement la commission CSSCT qui fait, je crois, qui est composée de 5 personnes, avec la direction toujours, qui peuvent se réunir de façon exceptionnelle très rapidement. Mais en général, on est réparti en commission, donc en fonction des sujets, les décisions sont prises de manière collégiale, tout en sachant que on a des secrétaires de commission qui sont à même de traiter les urgences s'il y a besoin, sans avoir à réunir tout le monde, effectivement. Et Ouais, vas-y, ensuite, vas-y. c'est cascadé, bien évidemment, quand il y a des actions à mettre en place, tout est cascadé de par les élus et les RVS, et également par toute la ligne managériale et les RH, le cas échéant, s'il y a besoin d'une Ouais. redescente et des actions rapides dans l'ensemble des équipes. En fait, tu disais il y a 3-4 ans, on était 300 avec un fonctionnement PME. Maintenant, on est plus de 1000. Ouais. Quel regard tu vois par rapport à ça? Est-ce que la communication, l'interaction, la proximité est plus compliquée aujourd'hui, parce qu'il y a plus de monde ou parce que l'équipe s'était Euh, hmm. Alors pas spécialement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est beaucoup plus, mais on a des moyens informatiques qui nous permettent d'avoir tout le monde beaucoup plus efficacement. Et à la mmh suite du Covid également, il y a quelque chose qui a changé pas mal le travail des collaborateurs. C'est que la direction a pris la décision de fournir un téléphone portable pro à l'ensemble des collaborateurs. Donc, c'est-à-dire de l'apprenti jusqu'au PDG, tout le monde a son téléphone pro avec toutes les informations de contact renseignées dans l'intranet et n'importe qui peut joindre n'importe quand en fait directement via le portable pro aussi. Donc en fait on est plus, mais on a des moyens plus professionnels ouais. et des équipes dédiées aussi. Donc en fait c'est même presque plus efficace qu'avant. Mais du coup, tu as beaucoup plus de moyens de communication. Mais si on parle par rapport aux dimensions de la QVT et les enjeux qui est vie privée, vie perso, tu le Mm. dis toi-même, on peut contacter n'importe qui, n'importe quand. Est-ce que, Ouais. ça peut pas un petit peu faire, grignoter la vie perso, du coup? Alors, il y a c'est toujours pareil, hein, après les gens sont libres, hein, on peut pas être derrière chaque personne pour s'assurer que le soir il éteint son téléphone, etc. Par contre, c'est vrai qu'on a des horaires de travail recommandés. On parlait de flexibilité, ça va dans les deux sens, hein, pour ceux qui en font pas assez ou ceux qui en font beaucoup trop, beaucoup trop. Donc, il y a des consignes qui sont passées effectivement au management pour surveiller un petit peu si les gens qui envoient des mails le week-end, par exemple, c'est quelque chose qui est pas acceptable. Donc après, tout dépend du manager, tout dépend du salarié. Ça peut être aussi à la volonté du salarié. Si c'est ponctuel, ça peut passer. Enfin voilà, tout est question bah, de, de contexte, mais par contre, effectivement, on a des directives d'un point de vue de la direction et aussi, bien évidemment, poussé par le CSE. La flexibilité va aussi dans le sens les salariés doivent aussi respecter leur temps de coupure Mmh. et quand ils sont pas joignables, quoi. Après, Ouais. bien évidemment, comme je vous dis, on peut pas être derrière tout le monde et il y aura toujours des abus dans un sens comme dans l'autre. Mais ça, aucun système n'est parfait. Ouais, après ça c'est l'augmentation du risque en étant une beaucoup plus grosse structure. C'est ça. Après, on est sensibilisé. Les managers sont régulièrement sensibilisés sur les risques psychosociaux, sur l'importance de la déconnexion, sur l'importance aussi de prendre ses vacances en respectant des délais légaux, mais qui n'étaient pas toujours respectés à l'époque aussi. Mmh. Donc c'est vrai que ouais, que ce soit les RH, le CSE et la direction sont assez attentifs à tous ces sujets. Après, comme je vous dis, tout le monde est humain, on peut pas être derrière chaque personne, malheureusement. Tu parlais du fait que les managers étaient sensibilisés. Est-ce qu'il y a des formations spécifiques, Mmh. dont ont été, Oui, il y visées a les régulièrement des formations en fait, hein, effectivement, sensibilisation, formation sur la QVT, sur les risques musculo-squelettiques aussi, parce on a beaucoup d'activités tertiaires hein, dans nos activités. Tout ça, les managers sont sensibilisés sur les risques psychosociaux, comment détecter, comment traiter, comment remonter l'information. Tout ça, c'est effectivement, ça a toujours été. On n'a pas attendu Airbus Protect et le Covid pour le faire, mais c'est mmh. d'autant plus vrai que pendant le Covid,
il y a eu beaucoup de gens qui se connectaient hors des horaires classiques. Donc il Ouais. a fallu être attentif à tout ça. Je voulais savoir aussi par rapport au fonctionnement de votre CSE, vous vous réunissez à quelle fréquence? Qui est concerné par ces réunions? Comment sont diffusés les comptes rendus, par exemple? Alors pour ce qui est on a des réunions plénières tous les mois. Direction CSE, donc les 14 élus plus la direction, composée du PDG, de la DRH, de la responsable des relations sociales et de divers invités qui peuvent, en fonction des sujets à traiter. Donc on peut avoir les responsables du facility management, on peut avoir notre HSE groupe, on peut avoir voilà, il peut y avoir différents invités en fonction des sujets. Donc ça, c'est les réunions plénières qui concernent tous les élus tous les mois. Et après, on a des réunions exceptionnelles pour traiter soit de cas d'accident du travail, soit de cas graves ou de contextes particuliers. Pendant le Covid, on en avait régulièrement pour suivre les mises à jour du gouvernement sur tout ce qui est recommandations, etc. Et après, chaque commission, en fonction de ses sujets, se réunit pour parler de ces sujets, de ses attributions. Nous, par exemple, sur les œuvres sociales, quasiment une fois par mois, on se fait des points en local et en national pour coordonner nos actions et mettre en place notre plan d'activité et d'événements. Et en fait, quand tu mets en place des actions, ensuite, comment tu vas contrôler l'efficacité? Est-ce que tu vous mesurez en interne l'efficacité des actions et comment tu remontes des stats ou des infos essentielles? Depuis la mise en place du site, justement, on a des moyens de sondage. Typiquement, je prends un cas assez récent où en fait on avait la direction qui nous laissait le choix de monter le prix du ticket restaurant. Donc forcément la participation de l'entreprise qui montait jusqu'au plafond URSSAF et qui induisait forcément une part salariée en augmentation également, vu que c'est les règles. Et en fait, les élus ont fait passer des sondages auprès des salariés pour on avait des sons de cloche de gens qui voulaient pas participer plus, d'autres qui voulaient bien évidemment avoir plus de participation entreprise. Donc en fait, pour prendre des décisions d'un point de vue élu et être sûr que de pas aller à l'encontre des salariés qui nous ont élus, on a fait passer des sondages qui nous ont confortés dans notre idée. Donc ça, c'est un exemple récent et concret. Après, c'est toujours pareil, hein, la proximité permet et le bouche à oreille permet aussi d'avoir des retours de nos actions. Des fois, on se rend compte que nos actions sont pas redescendues comme il faut par la direction. Ça nous permet au plénière d'après d'appuyer et de s'assurer que tout est mis en place tel que décidé en réunion. On va aller plus loin parce que je vois par exemple Anne qui demande des actions faciles à mettre en place et qui sont transposables dans les petites entreprises. 130 étant quand même une entreprise assez intéressante d'un point de vue taille. On le verra avec Bertrand, mais j'ai juste une dernière question, Mickaël. Oui. C'est quoi les objectifs que se fixe le CSE pour les années à venir? Ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux. Déjà, d'être au plus proche de la volonté des salariés et défendre leurs sujets de façon collective et individuelle quand il y a besoin, hein. Plus d'égalité, hein. J'ai entendu tout à l'heure la fin de l'intervention sur l'égalité homme-femme, la mise en place des indicateurs, etc. C'est quelque chose qu'on suit également. Et puis bien évidemment, le passage à Airbus Protect nous a fait rentrer également dans une autre dimension. On parlait de QVT et de moyens mis en place et mis en œuvre par la direction pour l'améliorer. À titre d'info, il y a 2 ans, notre budget œuvre sociale était à 0,6% de notre masse salariale. L'année dernière, on est passé à 0,9 et là, à partir du 1er janvier 2023, on passe à 2,4% de notre masse salariale. Donc ça montre que la direction aussi a pris la mesure de l'importance de nos actions sociales et de de nos événements pour la cohésion et l'amélioration des conditions de travail. Et, si la direction est prête à mettre autant d'argent sur la table, c'est qu'il y a des besoins et c'est qu'il y a des envies. On peut faire le parallèle du coup avec du coup Bertrand qui est présent ici. Tu as toutes les actions d'un point de vue développement du climat social, favoriser le climat social et l'émergence d'une force collective, remonter les informations, être à l'écoute de ses salariés. Et il y a ensuite les actions qui sont mises en place à destination des salariés. Donc là, on peut commencer à grignoter sur le terrain des activités sociales et culturelles, le budget des ASC. Oui. Donc comment ça fonctionne chez vous d'un point de vue activité sociale et culturelle?
Alors ça fonctionne. Il y a deux typologies d'activités. Il y a bien sûr les activités individuelles et les activités collectives. Dans tout ce qui a été mis en place sur les actions individuelles, on a par exemple des massages proposés à nos salariés tous les mois sur sur le temps de travail, donc validé par la direction sur les 3 agences principales. On a des remboursements d'activités sportives pour contribuer également à ce que nos salariés fassent du sport dans leur temps personnel. On a des facilitations de mise de cours, on a des mises en place de cours de cuisine à distance. Ça a été, c'est quelque chose qui a émergé pendant le Covid et qu'on a conservé 1 à 2 fois par an. Donc ça, c'est vrai que on a toujours en plus, on a une petite rivalité, Marseille, Paris, Toulouse, sur qui fera les meilleurs dressages, etc. Donc en plus d'apporter une activité le soir, ça amène de la cohésion, par exemple. Et c'est pas des coûts monstrueux, hein. On, on est sur un coût tête à moins de 10 € par personne, donc c'est des choses pour commencer à apporter des premiers éléments de réponse à la question. C'est des choses qui sont assez faciles à mettre en place. On peut parler de la billetterie qu'on a avec Bertrand, hein. C'est vrai qu'à l'époque, on avait des billetteries physiques où les salariés, peu importe leur site, devaient aller dans nos agences, commander avant pour qu'on reçoive les chèques de cinéma, etc. Bon, c'était très très compliqué et très peu utilisé. Et l'émergence des plateformes en ligne, comme celle de Bertrand, comme Club Employé, nous permet aussi de toucher tout le monde de façon équitable aussi, parce que le catalogue est national et ça nous permet forcément de toucher tout le monde avec les mêmes subventions et de pouvoir accompagner les salariés sur la culture, sur le sport aussi, parce que c'est présent aussi, et sur tout ce qui est cinéma, théâtre, etc. Donc c'est vrai que tout ça mis bout à bout fait qu'il y a quand même pas mal de choses de façon individuelle proposées aux salariés. Alors quand je dis individuel, c'est pour eux et leur famille, hein, bien évidemment. Et en action collective, on a des voyages de groupe, simple agence, multi-agence, où là ça permet aussi de rassembler un peu nos différentes agences avec des places qui sont limitées bien évidemment parce qu'on peut pas partir à 1000, hein, c'est pas possible. Des distributions de cadeaux, arbre de Noël, cadeaux de Noël pour les enfants, repas de fin d'année, after work quelques fois dans l'année, tournois de sport. Alors on a fait organiser des tournois de futsal, des tournois de squash. On essaie de varier. On essaie de varier pour que tout le monde y trouve son compte. Et toujours pour garder une cohésion et que les gens soient contents de venir au travail, quoi. Donc, du coup, tu parlais de l'implication de Bertrand. Du coup, Ouais. Bertrand, toi, qu'est-ce que tu as mis en place pour Airbus Protect, anciennement Apsys, justement pour favoriser les actions individuelles ou des actions collectives? Qu'est-ce qui est mis en place? Je crois que tu parles d'une plateforme d'avantages salariés. Ouais, donc effectivement, nous, la plateforme, donc Club Employé, c'est une plateforme d'avantage pour les salariés pour qu'ils puissent commander tout ce qui est billetterie, cinéma, spectacle, parc de loisirs, carte bon d'achat, avoir des réductions chez des commerçants, etc. Donc ça, c'est vraiment la plateforme qu'on a mis en place il y a 2 ans maintenant de ça avec Michael, mais auparavant, à l'époque version CE, il parlait justement de la billetterie qu'on mettait en physique à disposition des salariés. C'est-à-dire que nous, on faisait une permanence CE dans l'entreprise où on était avec la billetterie physique, mais notamment sur le site de Toulouse, et on pouvait proposer justement directement sur place la billetterie au comité entreprise. Donc, effectivement, comme Apsys a démultiplié leur nombre de salariés et maintenant de passer Airbus Protect, ils sont passés sous enseigne Club Employé, en plus depuis le rachat de version CE. Et en fait, nous, on participe de façon indirecte à la QVT, à la qualité de vie au travail des salariés, en proposant des avantages. Donc, non seulement via une plateforme d'avantages comme ça, où le CSE peut en plus participer ou non. Donc ça, c'est en fait le premier niveau de participation que l'on a, nous, indirectement avec le CSE, donc proposer des avantages aux salariés. Juste pour vous donner un petit ordre d'idée, actuellement sur le compte, j'ai fait quelques petites stats. Airbus Protect, ils ont donc 850 comptes actifs sur la plateforme. Il y a eu 15 780 connexions depuis 2020, depuis qu'on est passé sous enseigne Club Employé. Et cette année, les salariés ont passé 1550 commandes.
donc du 1er janvier au 20 septembre, où j'ai fait les stats. Et il y a 95% de taux de connexion. C'est-à-dire que 95% des salariés qui ont un compte se sont connectés au moins une fois sur la plateforme. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment un client qui a des super statistiques, puisque en plus, comme il participe pas mal sur la billetterie, du coup, les salariés, comme il y a une participation supplémentaire du CSE, encore plus amenés à aller sur le site internet pour commander. Donc ça, c'est la première façon indirecte qui a Club Employé de participer à la QVT pour les salariés, les avantages salariés. Après, nous, la deuxième possibilité que l'on a de participer et d'aider le CSE à améliorer la QVT, c'est sur notre site internet, on propose un système de gestion pour tout ce qui est œuvre sociale et également tout ce qui est moyens de communication du CSE vis-à-vis des salariés, puisque par rapport aux questions que je voyais tout à l'heure, comment mettre en place des choses, en fait, des fois, il n'y a pas forcément beaucoup de moyens. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de moyens sur la table pour pouvoir améliorer la QVT et puis auprès des salariés, c'est déjà beaucoup communiquer avec eux. Si déjà on peut vraiment communiquer beaucoup avec ses salariés et éventuellement, bon là forcément participer sur la billetterie, c'est un plus, mais beaucoup communiquer avec les salariés, c'est déjà un gros plus. Donc nous, via la plateforme, deuxième moyen, donc on peut participer sur tout ce qui est gestion, œuvre sociale, communication. Et après, nous, on est une plateforme d'avantage, mais comme en tant que responsable clientèle, on ne fait pas que ça. C'est-à-dire que moi, avec Michael, on travaille ensemble de façon beaucoup plus étroite qu'une simple plateforme d'avantage, puisque au niveau de Club Employé, on a des services complémentaires qu'on propose à nos clients. C'est-à-dire qu'on va proposer aussi, avec des partenaires, on va proposer de la formation pour les CSE. Donc la formation, tout à l'heure, pareil sur les questions, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Déjà, si au niveau du CSE, vous avez une formation, notamment tout ce qui est formation SSCT, c'est très très important, puisque si vous avez vraiment une formation SSCT, donc sécurité et conditions de travail, c'est très important pour pouvoir accompagner ces salariés tout au long de l'année. On va proposer également, nous, avec des partenaires aussi, tout ce qui est assistance juridique, donc pour le CSE, pour qu'ils puissent répondre aux questions des salariés quand il y a une problématique. On a des partenaires qui proposent de l'assistance juridique, donc que ce soit pour le CSE et pour les salariés. Donc ça, deuxième point, c'est hyper important, puisque le salarié, s'il y a un problème personnel, il a le droit à une assistance juridique via son CSE. Et également, ce que l'on fait avec Michael, du coup, historiquement, depuis le début, et que l'on va peut-être augmenter ces prochains mois, c'est qu'on va pouvoir proposer également une assistance administrative. C'est-à-dire qu'au sein de Club Employé, on a un service où on va proposer une aide, donc une personne qui va vous aider à gérer votre CSE. Donc aussi bien les commandes des salariés, aussi bien votre communication, de pouvoir gérer éventuellement la saisie de votre comptabilité, pouvoir organiser un voyage, pouvoir organiser un week-end groupe, etc., etc. Donc ça, on peut très bien le mettre en place en fonction des besoins, bien sûr, du CSE. On va leur dire, voilà, vous avez besoin d'1 heure par semaine, 2 heures par semaine, une demi-journée, un temps complet. Voilà, on va voir en fonction des besoins, pouvoir faire une proposition pour pouvoir accompagner le CSE pour que derrière, la personne qui s'occupe de ça puisse répondre plus facilement que les élus de CSE qui n'ont pas forcément le temps de pouvoir répondre aux questions et aux demandes des salariés. Voilà, pouvoir avoir voilà un petit peu comment nous on accompagne les CSE et également tout ce qui est indirectement, on a aussi un service ce qu'on appelle le service B2B qui va pouvoir proposer des goodies pour les salariés, de l'événementiel, organiser des soirées, organiser un week-end, un voyage, etc. Donc ça, on va proposer aussi indirectement au CSE de les aider dans cette démarche. Et tout ça, ça participe indirectement à la QVT. C'est une partie de la QVT, effectivement. Voilà. Il y a quelque chose, je pense qu'il est intéressant de démystifier, c'est que là, effectivement, on fait intervenir Michael avec cet aspect de grande entreprise à plus de 1000 collaborateurs. Mais je vois des questions en fait dans le chat. Il n'est pas possible de mettre en place cette solution chez moi. Nous sommes moins de 50. Qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place? Bertrand, je crois que ta plateforme, elle ne s'adresse pas uniquement aux grands groupes. C'est modulable en fonction du nombre de collaborateurs. Ah non, de 2 salariés à
des milliers de salariés, peu importe. Après, l'accès à la plateforme en tant que telle, de plateforme d'avantage, c'est en fonction d'une grille tarifaire. Vous êtes de temps à temps de salarié, l'abonnement annuel, il est de temps à temps. Donc ça, voilà. Et puis après, toutes les prestations annexes, bien sûr, nous, en tant que responsable clientèle, on est 9 maintenant à s'occuper de nos clients répartis sur toute la France. Donc moi, je suis le responsable du pôle, mais après, j'ai tous mes collègues qui s'occupent de nos clients sur la France. Ils vont répondre à vos questions, vous faire des propositions en fonction de vos besoins, vous aider. Alors nous, notre but, c'est aussi de vous aider dans l'organisation de votre CSE. Donc pas forcément si vous n'avez pas besoin de formation ou d'assistance juridique, mais on va quand même vous aider dans le fonctionnement de votre CSE, à répondre à vos questions. Ça m'est arrivé avec Michael de traiter, il me demande quelque chose, plutôt on fera plutôt comme ci, comme ça. Je peux lui donner mes conseils sans forcément derrière qu'il y ait une prestation complémentaire ou autre, quoi. Enfin, je veux dire, c'est aussi un peu aussi notre métier, quoi. Ouais, ça s'adresse pas du tout qu'au grand groupe. Le Ah regard non, que tu portes, Mickaël, là-dessus, toi, sur le fait d'être accompagné aussi par une plateforme d'avantage pour donner des prestations supplémentaires? En fait, c'est ce qu'a dit Bertrand, c'est que là, pour le coup, c'est transposable parce que le coût est directement lié au nombre de salariés. Donc forcément, au moins vous avez de salariés, plus le coût est bas. Donc je pense que ça, c'est assez transposable. Et nous, on a mis en place de grosses subventions. Pour vous en donner un exemple, sur tout ce qui est cinéma, on propose des places de cinéma à 4 euros, peu importe la marque, peu importe, voilà, dans la limite de 4 par personne, 4 places par salarié par mois, pour éviter qu'il y ait non plus des marchés secondaires qui se mettent en place, quoi. Mais voilà, je pense que ça, c'est des petites actions. Après, on parlait d'afterwork, on parlait de voilà, on est sur du entre 10 et 30 euros par personne. Donc forcément, si vous êtes 40, ça coûtera moins cher que nous qui sommes 1000 à organiser, quoi. Donc c'est sûr que tout ce qui est voyage, groupe, avec des grosses subventions, etc., ce sera pas transposable. Mais par exemple, pour tout ce qui est massage qu'on a mis en place dans l'entreprise, il y a un reste à charge aux salariés quand même, c'est pas 100%. Et nous, en fait, c'est le salarié paie 10 euros la demi-heure, donc ça reste quand même hyper avantageux. Et derrière, le CSE complète pour faire venir la personne. Et voilà, donc après, tout est question de négociation aussi. Il faut trouver quelqu'un qui connaît bien son métier, et puis quelqu'un qui vient 2 jours et qui en 2 jours va masser 30 personnes sans avoir à se déplacer, elle a des frais fixes moins élevés. Donc on peut aussi négocier sur le coût horaire et avoir des prestations qui sont au final peu chères ramenées sur le nombre de personnes. Après, voilà, tout n'est pas transposable, évidemment. On n'a pas eu trop ces soucis de notre côté parce que comme depuis que je suis élu, on n'a pas été en dessous de 400, donc on restait sur des budgets assez conséquents. Mais oui, je pense qu'il y a quelques actions quand même qui sont transposables. Meuric, si je peux me permettre, sur les questions que je vois pas mal défiler concernant les moyens, notamment pour des entreprises de moins de 50 salariés, une question de Caroline à ce sujet. Effectivement, pour les entreprises de moins de 50 salariés, donc qui ont quand même un CSE, mais qui n'ont pas une obligation d'avoir un budget, ni de budget de fonctionnement, ni surcroît de budget social, du coup, effectivement, donc là, il faut voir avec la direction. Si vous voulez financer des actions ou financer Club Employé, bien sûr, c'est la direction qui prend la décision ou pas de financer ce type de prestations. Par contre, sur tout ce que je parlais tout à l'heure, sur la partie, par exemple, formation, si par contre, là, vous avez besoin de formation pour accompagner les salariés au niveau SSCT ou autre, ça, de toute façon, c'est la direction qui doit payer et ça, ils n'ont pas le choix. Donc ça, c'est déjà un premier élément que vous pouvez voir avec votre direction en disant, bon, on est élu CSE, il y a un CSE dans l'entreprise, on n'a pas de budget, d'accord, mais par contre, nous, on veut accompagner les salariés correctement, donc on a besoin d'une formation pour nous élus, pour savoir ce que l'on peut faire ou pas au niveau du CSE. Et après, effectivement, dans le dialogue social, c'est pouvoir négocier du budget pour faire des actions. Mais là, effectivement, il faut du budget pour pouvoir faire des actions. Ouais, on peut avoir une question en fait par rapport à la direction, je peux te la poser à toi Bertrand. Une direction qui refuse de mettre en place, des moyens supplémentaires par rapport au développement des activités sociales et culturelles. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, en fait? Quels sont plus proprement parler, quels sont
les bénéfices que peut tirer une entreprise de mettre en place des actions pour le développement de l'ASC? Bah, pour le développement de l'ASC, effectivement, si de toute façon ils sont moins de 50 et que la direction n'a pas obligation à verser un budget, de toute façon, tout va rentrer par le dialogue social. Mais comme je disais tout à l'heure, tout peut aussi passer par la formation du CSE, puisque un CSE, quand même, a quand même beaucoup de pouvoir vis-à-vis d'une direction, sauf que la plupart des élus CSE ne connaissent pas le pouvoir qu'ils ont. Donc, ce qui est vraiment important déjà, je pense, c'est pour des gens comme ça qui n'ont pas forcément de budget pour le moment, ils ne savent pas trop quoi faire, ils sont élus CSE, mais c'est déjà de faire des formations, puisque ça, les formations sont obligatoirement payées par la direction. Ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas le refuser. Donc, de toute façon, donc il faut déjà faire, je pense, des formations, la formation CSE de base, hein, les formations économiques, sociale et économique, et la formation SSCT qui est hyper importante. Tout ce qui est également formation harcèlement, référent harcèlement, tout ça, c'est obligatoire aussi. Enfin, c'est obligatoire. La direction ne peut pas la refuser, donc ils peuvent la demander, la direction ne peut pas la refuser. Donc déjà, s'ils n'ont pas de budget, ils peuvent commencer par là. Et à partir de là, à partir du moment où ils connaissent leurs droits, leurs obligations au niveau du CSE, eh ben, c'est dans les années suivantes et qui viennent de pouvoir négocier avec la direction, justement, de pouvoir avoir du budget pour pouvoir déjà communiquer avec les salariés, pour pouvoir avoir un retour des salariés par rapport à la QVT, les problèmes de harcèlement, etc., etc. Tout ça, ça rentre dans la QVT. Et après, oui, avoir des actions, des budgets pour pouvoir faire des œuvres sociales. Mais là, effectivement, il faut du budget, il faut que la direction puisse le financer. Tu es là, Michael? Oui, bonjour, est-ce que vous Ouais. m'entendez? Oui, Ouais, on n'a pas Non, écouté ta réponse justement, parce qu'on était encore en train d'en parler. On n'a pas encore écouté ta réponse justement sur la problématique que tu avais pu avoir justement pour des petites entreprises qui n'ont pas de budget. Ouais, désolé, j'ai eu une coupure internet, je sais pas pourquoi. Ce que je disais, c'est qu'en fait, quand vous n'avez pas de budget, forcément, vous pouvez rien financer. Donc c'est la direction qui doit financer. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est arriver avec un projet. C'est-à-dire arriver peut-être en début d'année en disant, bah voilà, nous on aimerait faire ça, ça va coûter tant. On estime que ça va apporter de la cohérence, ça va résoudre peut-être des problèmes de conflit. Enfin voilà, faut mettre ce planning et ce budget sur le coût de la QVT. On en parlait. Je pense que vous avez eu du coup pas mal d'arguments à faire valoir. Et après, bien évidemment, tout dépend de la direction, de est-ce qu'ils sont enclins à participer, des résultats de l'entreprise à l'instant T. Mais c'est vrai qu'en général, quand la société va plutôt bien et qu'elle a envie de faire plaisir à ses salariés, le fait d'arriver avec un plan et des choses chiffrées, ça aide aussi à la direction à y voir plus clair et à pouvoir faire le pas. C'est ce que j'avais dit en fait au début de l'intervention, c'est que la QVT, elle se place au cœur, c'est au cœur d'un écosystème qui est global. En fait, la QVT, elle est vecteur de performance, elle est vecteur de climat social, elle est vecteur de sentiment d'appartenance à l'identité de l'entreprise. Et en fait, ouais, c'est ce que disait Mickaël, inscrire ça dans un projet à présenter à l'employeur, c'est oui, lui montrer qu'effectivement, il y a de la suite dedans. C'est pas une action coup près, c'est pas une action en one shot, c'est pas une action court-termiste. Il faut vraiment voir ça comme effectivement vecteur d'avantages qui sont visibles à plus long terme, à plus large échelle. Donc effectivement, investissez cette notion de QVT dans un écosystème qui est global et pas comme une action coup près dans l'instantané. Alors, il y avait des questions qui pouvaient être intéressantes. Moi, j'en avais une qui était assez tôt dans les questions. C'était pour toi, Mickaël. Que Ouais. faire par rapport à des gens qui s'opposent à des décisions, en fait, pour essayer d'avoir un consensus global? C'est-à-dire au sein même du CSE ou Ouais, il y a des personnes qui n'ont pas. Vaste sujet. vaste Ouais, sujet, notamment quand il y a plusieurs organisations syndicales aux manœuvres ouais. dans un même CSE. C'est comme partout en fait, hein, il faut trouver des consensus. Ce qui est super important par contre, c'est de se mettre d'accord entre vous avant de vous afficher avec la direction. Si vous n'arrivez pas avec une position commune, vous obtiendrez jamais rien. Donc c'est là où il Mmh. faut bien faire comprendre aux personnes qui s'opposent, les prendre à part, crever un petit peu tous les abcès avant
et arriver unis parce que de toute façon, s'il y a deux personnes ou deux organisations élues différentes qui sont pas d'accord, la direction va s'en servir, elle va dire bah vous êtes pas d'accord entre vous, Ouais. donc nous on fait rien. Donc ça c'est primordial et de toute façon c'est dans l'accord de tous. C'est dans l'avantage de tous d'arriver à trouver des consensus quoi. Après c'est toujours c'est toujours difficile en fonction des personnes, en fonction des situations, en fonction des contextes. Mais tout passe par la communication et surtout faites-le entre vous et n'affichez jamais de tension en face de la direction parce que ils vont rentrer dans la brèche. Et peu importe le sujet, hein, c'est vrai pour tout. Ouais. C'est l'intelligence collective et c'est la puissance du groupe qui fait en fait que ça peut fonctionner. C'est comme il y avait une question effectivement le rôle entre c'était le rôle du CSE par rapport à la direction. Et ben en fait le rôle du CSE par rapport à la direction, c'est de faire afficher en fait une volonté de groupe. C'est Ouais, d'unifier effectivement les volontés individuelles pour en faire une force collective pour ensuite faire remonter en fait ces sujets-là auprès de la direction. Et c'est ça en ouais. fait le rôle du CSE, on est vraiment sur l'intermédiaire entre les volontés individuelles pour en dégager des actions collectives à présenter à l'employeur pour qu'il soit mis en place des actions ensuite correctives ou des nouvelles actions. C'est vraiment ça, c'est Et le ce bien, rôle ouais. là. Et bien séparer les sujets, c'est-à-dire qu'il y a des sujets qui vont être en fait des sujets de négociation pour de nouveaux acquis et des sujets qui en fait qui sont en fait la direction ne respecte pas forcément 100% la loi ou est borderline et donc en fait vous aurez toujours beaucoup plus de poids sur le premier sujet que sur tout ce qui est négociation qui est alors dans les grandes entreprises qui est réservé aux syndicats, hein, qui est pas la mission du CSE. Mais voilà, faites bien aussi le distinguo entre ce qui est votre droit et ce que vous pouvez prétendre et ce que vous devez négocier, et donc là qui est complètement soumis à l'approbation de la direction. Ouais. Faut pas avoir le même ton, on va dire, quand c'est une négociation que quand c'est pour faire valoir ses acquis et ses droits, quoi. Un dernier élément à porter à la considération de l'audience, qu'on arrive effectivement sur la fin. Il y a plein de choses à dire encore, évidemment. Il y a plein de questions qu'on n'en a pas pu traiter, hein, je vous le redis par rapport à ce que j'ai dit ce matin. On apportera une réponse. Il y a notamment des questions par rapport à la mise en place de la solution Club Employé sur des éléments spécifiques à telle ou telle entreprise. On y apportera un élément de réponse. Bertrand reviendra vers vous avec un élément de réponse dessus. Est-ce que, Mickaël, tu veux rajouter quelque chose, un dernier élément avant qu'on puisse… Bon, je pense qu'on a dit pas mal de choses. Après, voilà, faut bien prendre en compte avoir conscience que le CSE est la voix des salariés, pas toujours porter son cas personnel ou ceux de son entourage et vraiment regarder dans la globalité. Et le CSE n'a pas forcément, je voyais une question, quelle est la relation entre le CSE et la direction? En fait, le CSE n'est pas là pour contredire tout ce que fait la direction. Le CSE est là justement pour que l'entreprise se porte bien. Donc il y a des fois, il faudra appuyer, abonder ce que fait la direction quand c'est dans le bon sens. Et également, et ça aura toujours plus de poids forcément quand vous aurez besoin de négocier ou d'appuyer sur des sujets très importants pour les salariés, d'aller à l'encontre de la direction si besoin. Mais ouais, vraiment sectariser les sujets, c'est important, et ne pas être systématiquement contre la direction parce que vous aurez rien à y gagner. Quand en face de vous, vous avez quelqu'un qui dit non à tout et qui n'accepte aucun son consensus, ça ne marche jamais. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner, de faire valoir vos droits, hein, parce que encore même chez Airbus, on se rend compte que des fois, en fouillant un peu, on trouve des choses borderline qui nous font gagner des acquis ou des choses qui étaient de facto dues et qui ne l'avaient jamais été données. Donc en fait, faut vraiment séparer, comme je disais encore une fois, hein, je rabâche, mais à séparer le nouveaux acquis, négociation, des sujets qui sont dans votre droit. Et il y a pas mal de jurisprudence aussi, et là aussi se faire accompagner sur le budget de fonctionnement si vous en avez, ou pareil pendant les formations, profiter des formations comme parlait Bertrand pour avoir des réponses sur vos questions. Pareil, tout ce qui est assistance juridique aussi, c'est quelque chose qui est pas très cher et qui permet aussi d'avoir des réponses carrées d'un point de vue légal. Ouais. Donc tout ça permet aussi de toujours de protéger les salariés et de faire en sorte que tout le monde aille bien, et salariés et entreprises. Vous pouvez contacter si vous le souhaitez sur LinkedIn, même si je sais que Mickaël a un emploi du temps très chargé.
Donc, évitez de trop le questionner. Merci en tout cas, Mickaël. Merci, Bertrand. On revient vers vous pour les questions qui n'ont pas été posées. Je vous laisse le mot de la fin. Bonne journée tout le monde et merci de m'avoir écouté. Bonne journée Merci tout le monde et bon courage dans vos missions d'élu CSE si vous êtes élu CSE.